Bonjour à tous. Bémadrissa Koné, bonjour. Bonjour. Bonjour et merci d'accepter notre invitation dans notre belle cité des livres. Merci de me recevoir. Très bien, merci. Alors, je vous reçois pour votre essai que voici, Côte d'Ivoire, les années perdues. Avec vous, c'est un essai en 2 tomes. Et avec vous, pour la première fois, je ferai une émission à 2 volets par tome. Et cette émission, nous allons la consacrer dans un premier temps au tout premier tome, Et les nuages s'amoncellent, vie politique de 1988 à 1999. Mais comme vous le savez maintenant, dans cette émission, nous ne parlons pas seulement du livre ou des livres de nos invités. Nous avons également quelques rubriques qui viennent meubler le contenu de notre rendez-vous littéraire. Et notre toute première rubrique, c'est « Dis-moi ce que tu as lu ». Quels sont vos derniers souvenirs de lecture? En vrai, j'ai lu plusieurs livres, donc il y a assez de souvenirs. Mais je vais donner quelques livres seulement que j'ai lus. Et puis bon, j'ai lu par exemple L'homme le plus riche de Babylone de John Classon. J'ai lu aussi le livre de Robert Kiyosaki, Père riche, Père pauvre, qui m'a beaucoup parlé. J'ai aussi lu Réfléchissez et devenez riche de Tony Robbins. Et le dernier livre est un livre d'amour de Thierry Cohen, qui dit « Longtemps j'ai rêvé d'elle ». C'est un livre qui m'a tellement marqué. Je peux dire que c'est un roman lumière pour moi. Côte d'Ivoire, les années perdues. Avant d'entrer dans le contenu de votre essai Bémadrissa Koné, je voudrais bien que nous en évoquions l'esprit. La prudente interrogation qui accompagne le titre de cet essai n'est que, je l'imagine, pour attirer la puissance d'une affirmation qui reflèterait, je crois bien, votre intime conviction que ces années-là, 88 à 99, sont pour vous des années perdues. Alors, le titre La Côte d'Ivoire, les années perdues, n'est pas une affirmation. Il s'agit d'un titre interrogatif. Et cette interrogation part d'un constat, un constat lucide, c'est que les 4 acteurs clés de la vie politique ivoirienne, que sont Henri Konan-Bédié, Robert Guéhi, qui nous ont quittés, et que Dieu ait leur âme, Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, qui sont en même temps les principaux personnages de ce livre, ont décidé de s'affronter dans un combat épique de Dieu sans merci, où tous les coups, même les plus âgés, ont été possibles pour la conquête du pouvoir d'État. Et au final, et ironie du sort, chacun des 4 est parvenu à se hisser au sommet de l'État. Alors, que de larmes et de sang versé, que d'énergie délapidée. Donc ce sont des années perdues? Vous savez, vous conviendrez avec moi qu'il n'y a pas dans l'absolu d'années perdues dans l'histoire des peuples. Parce que justement, ce qui est intéressant, c'est que vous citez 2 personnalités qui vous opposent 2 arguments de poids. L'intellectuel Bernard Zadi-Zaoro qui dit, précisément page 27, je vous cite, c'est sur les immondices que germe et prospère la fleur des champs, le présent des nations est à leur passé ce que la fleur est au terreau répandu sur le plancher du jardin. Et il y a Laurent Gbagbo, page 28, dans une interview, je crois, à Jeune Afrique, qui disait déjà à l'époque, je le lis très rapidement, « Rien n'est jamais perdu dans l'histoire de l'humanité. Cette décennie a permis à toutes les contradictions latentes, étouffées, enfouies pendant 40 ans, de surgir, de s'exprimer, pour certaines d'entre elles, de trouver une solution. » Alors, ces années, malgré tout, ne sont pas perdues. Oui, je pense que vous répondez vous-même bien à la question. Alors, la marche civilisationnelle et la construction d'un espace démocratique, notamment, pour emprunter les propos du sociologue Guy Rocher, ressemble étrangement à la mer qui monte. Alors, elle ne recule que pour revenir avec plus de force sur ses pas. Et au milieu d'un certain temps, on s'aperçoit qu'au milieu de ces fluctuations, elle n'a fait que gagner du terrain. Et pour moi, c'est ça l'objectif. Alors, est-ce que vous pensez quand même qu'après tout ce qu'on a vécu, tout ce que la Côte d'Ivoire a vécu, est-ce que le pire est derrière nous?
Oui, toute société est en devenir. Voilà pourquoi nous écrivons, pour que on prenne de la graine pour ne pas répéter ce qui est passé. Alors, il y a aussi que j'aime bien la densité de votre prologue. Et dans votre prologue, à la page 21, vous écrivez fort bien. Et là, c'est un vrai diagnostic que vous posez de la société ivoirienne, de ce qu'elle est depuis un moment. Visiblement, je vous cite, page 21, visiblement, durant toutes ces années de tribulation, le pays a déserté son idéal. La grandeur s'est affaissée. La vertu est devenue une denrée rare. Même le juste, paradoxalement, a peur de sa pureté, tout comme le bon redoute sa bienveillance. La corruption a infecté tout le corps social et le cœur de l'Ivoirien s'est considérablement endurci. Plus qu'une crise politique et sociale, la Côte d'Ivoire vit une crise morale et spirituelle, voire une crise existentielle. Ce sont les fondements mêmes de la société ivoirienne qui sont en décrépitude. Les nobles idéaux sur lesquels ce pays a été bâti sont plus que jamais galvaudés. Oui, votre diagnostic est sévère. Oui, la Côte d'Ivoire a connu la nuit pendant cette période. Heureusement qu'elle revient progressivement, elle est en train de voir le jour. Voilà. Donc je pense que c'est ça. La Côte d'Ivoire s'est égarée, elle est en train de se reprendre. Et c'est le rôle de toute société, c'est de grandir parce qu'elles sont perfectibles. Vous avez assigné à votre essai une démarche, je vais dire, très discursive. Dans votre analyse clinique de chaque événement ayant marqué l'histoire de ce pays, vous vous agrippez à une démarche, vous adoptez plutôt une démarche inspirée par la pensée de Max Weber, une démarche qui, comme vous l'écrivez, requiert une sorte d'exigence de neutralité axiologique. Mais quand on est ivoirien, même quand on est un intellectuel ivoirien, et qu'on s'attaque à l'écriture de l'histoire, ou du moins d'un pan de l'histoire de son pays, est-ce qu'il est aisé d'échapper à un parti pris? Oui, la vérité c'est que quand on écrit sur cette période tumultueuse de la vie politique ivoirienne, quand on fait incursion dans l'univers politique de personnalités emblématiques comme Bédié, Ouattara, Gueye et Gbagbo, trop de passion nous habite. Et c'est là la difficulté de dicter un jugement serein. Alors, comment garder cette exigence de neutralité axiologique chère à Max Weber? Comment prendre la distance nécessaire avec l'objet qu'on étudie? Je pense que c'était là les difficultés qu'il fallut au préalable surmonter. Alors, moi, je pense que l'auteur se veut un homme libre. Est-ce que vous pensez que le but d'un essai politique comme celui-ci, c'est de révéler la vérité ou de nous donner des clés de compréhension, d'une meilleure compréhension de ce qui est arrivé? Oui, je pense que c'est l'un ou l'autre. D'abord, des clés de compréhension, alors, parce que l'auteur, celui qui écrit, n'a jamais la prétention de tout savoir, mais aussi un chemin vers la vérité. Moi, je pense que quand on parle de vérité, ce n'est pas de l'entendre dans le sens de Nietzsche, pour dire que cette vérité qui appartient à chacun de nous. Non, on parle de vérité, pour moi, celle qui correspond à la réalité des faits. Alors, nous allons passer à notre deuxième rubrique. Nous allons dans la rue et nous demandons à un lecteur de nous raconter juste, de nous dire juste quel est le livre qui l'a marqué au point d'infléchir sa position, son regard sur la vie ou sa façon de voir les choses de la vie. Le livre qui m'a marqué, c'est le roman de Makai Eti, La Voix de ma rue, qui m'a vraiment marqué. En fait, c'est un livre qui parlait presque de la vie actuelle que nous vivons. Voilà, je peux expliquer comme ça. C'était un livre qui expliquait la situation d'une famille. Voilà, une fille qui avait des parents
tu avais des parents qui n'étaient pas bien financièrement. Voilà. Et quelle leçon vous tirez de cela? Bon, pour la leçon, je veux dire que il ne faut pas envier. Voilà, il ne faut pas envier. Quel que soit ce que tu as, il faut l'accepter. Quelle que soit aussi la précarité des parents, quels que soient les moyens financiers des parents, il faut tout accepter. Voilà, il faut être soi-même. Voilà, c'est ça le plus important. Alors, entrons dans le vif du contenu, on va dire, de ce premier essai. D'accord. La date de départ, selon vous, la date de départ de ces années-là, selon vous, c'est le 13 septembre 1988, le retour de Laurent Gbagbo d'exil. Pourquoi cette date-là comme un marqueur de l'histoire? Est-ce que vous voulez dire que c'est par Laurent Gbagbo que le mal a pris pied dans ce pays? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Vous savez, on a longtemps spéculé et épilogué sur les origines de la crise ivoirienne. Une opinion dit qu'elle débute, qu'elle remonte à 1990, avec les bouillonnements populaires qui ont conduit au municipalisme, ici et ailleurs en Afrique. Certains la ramènent en 1993, avec la mort du président Houphouët-Boigny et ce qui convenait d'appeler la guerre des héritiers. Ou même en 1999, avec le coup d'État militaire. D'autres l'envoient même en 1980, avec le début de la conjoncture économique défavorable, qui va sonner ce qu'on appelait le miracle économique ivoirien. Mais l'auteur, dans son essai, j'ai essayé de saisir l'entrée sur scène des acteurs. Et pour moi, le premier qui ouvre le bal, c'est Laurent Gbagbo, lorsqu'il rentre d'exil le 13 septembre 1988. Et cette date est très importante pour moi parce qu'elle marque le début de la concurrence politique. Alors, oui, allez-y. Et ironie du sort et de l'histoire, c'est ce même acteur qui boucle, qui fait tomber le rideau le 11 avril 2011 avec sa chute. Et ça, vous en parlerez certainement dans le troisième tome. Dans votre troisième tome. Mais vous n'avez jamais cru véritablement à un exil forcé de Laurent Gbagbo. Pour vous, c'était un exil purement stratégique. Oui. Et il le dit. Le 10 mai 1981, il y a un changement significatif en France. La gauche, pour la première fois après un quart de siècle, arrive au pouvoir avec François Mitterrand. Oui, François Mitterrand, il est de notoriété que le rapport avec Houphouët-Boigny n'est pas des plus reluisants. Alors pour Laurent Gbagbo, c'est la France qui est le meilleur endroit pour titiller, pour dénoncer les affres du régime du PDCI. Est-ce que c'est suffisant? Parce que dans votre livre, dans votre essai, vous reconnaissez aussi qu'à l'époque, il y avait à l'intérieur des services de renseignement généraux, il y avait également une police dédiée aux intellectuels. Les intellectuels. Alors, dans ce cas, il est évident que Laurent Gbagbo, à l'époque, était menacé par le pouvoir PDCI. Oui, effectivement, il était menacé puisqu'il quitte la Côte d'Ivoire précisément le 25 mars. Donc son exil était motivé. Oui, il y a pour moi, c'est motivé, il y a un alibi, mais ce n'est pas l'élément fondateur, puisque quand vous lirez l'ouvrage et quand vous découvrez l'ouvrage, Simone Hervé Gbagbo, qui est le compagnon politique de Laurent Gbagbo, le dit, il y a ce qu'on appelle le noyau des 5. Laurent Gbagbo, Hervé, Aboudraman Sangaré, Boga Doudou et Gbagbo lui-même qui décident que le moment est venu pour qu'il parte en exil. Elle le signifie dans son ouvrage que je relève ici. Alors, donc, Gbagbo part en exil en France, stratégiquement, pour se construire et préparer son retour pour prendre le pouvoir. Vous pensez que c'est sa meilleure décision politique, stratégique? Oui, puisque le référent de Laurent Gbagbo, le référent historique, c'est Sundiata. Alors, si vous allez... On va en parler tout à l'heure parce qu'il y a plusieurs figures historiques. Ok. Non, sinon, allez-y, oui. Oui, Sundiata part en exil. Et pour Gbagbo, se construisant, il faut également partir à l'exil parce que l'exil permet aux leaders de se construire spirituellement, émotionnellement et venir affronter le combat qui est aussi âpre. Parce que la vie politique ne se nourrit jamais de bons sentiments. Est-ce qui, selon vous, on va parler des autres leaders dans d'autres émissions,
qu'est-ce qui, selon vous, rend Laurent Gbagbo fascinant? Qu'est-ce qu'il a et que les autres leaders n'ont pas? Oui, je pense que Laurent Gbagbo, quand vous lisez l'ouvrage, je l'ai bien lu. Hein. Oui, je vais parler du lecteur lambda. Je sais que vous l'avez lu de la première à la dernière phrase, mais c'est qu'il a pu construire et penser et construire son action politique. Il a réfléchi comment arriver au pouvoir et il a édicté une méthode pour y parvenir. Je pense que c'est ce qui est fascinant et je pense que Laurent Gbagbo... Et c'est ce qui fait de lui un stratège. Oui, et je pense que Laurent Gbagbo, dans la quête et la conquête du pouvoir, c'est là qu'il est seigneurial. Alors, donc vous pensez qu'il est un vrai stratège ou un tacticien? Je dirais les deux. Je dirais les deux parce qu'il sait juger le moment opportun pour agir. Est-ce que vous pensez, parce que en vous lisant, cela transparaît, que quelque part, sa formation d'historien lui a vraiment servi, lui qui avait eu une bourse pour aller étudier en France, pour aller étudier le droit, mais qui a changé d'option. Est-ce que ça l'a vraiment aidé dans la construction de sa personnalité politique? Oui, puisqu'il le dit lui-même. J'ai voulu être président. Je suis allé faire de l'histoire. Ouais. Alors, il perd sa bourse parce qu'il faut faire des études en histoire. Et le ministère, à l'époque, lui dit que ces études en histoire sont possibles en Côte d'Ivoire. Donc, il n'a pas d'intérêt de rester en France. Il accepte de venir et il se prépare. Donc, je pense que ces études lui ont permis de bien se former, de comprendre les grandes figures de l'histoire et comment ils sont parvenus au pouvoir. À la page 88, parlons toujours de Laurent Gbagbo, à la page 88, vous citez la classification, une classification faite par le politologue, je crois, américain, oui. Lasswell, voilà, Harold Dwight Lasswell, oui. Qui dresse sa typologie d'homme politique. Je vous cite, page 88. Il les classe en 3 catégories. Oui. Les agitateurs, les administrateurs et les théoriciens. Les hommes politiques, il estime que les hommes politiques agissent moins rationnellement qu'ils ne le croient. Oui. Alors, et vous rangez Laurent Gbagbo dans la catégorie des agitateurs. Pourquoi? Oui, je pense que ça déteint ou ça dépend sur sa personnalité. Et lui-même ne se définirait pas comme ça. Mais l'agitateur, c'est celui qui accorde une grande valeur émotionnelle à la réaction du public. Et je pense que Gbagbo épouse cette typologie, cette classification. Mais je pense que davantage, lui-même se considère comme un enfant du peuple et un enfant de pauvre. Et je pense que ce sont les deux marqueurs qui l'ont beaucoup guidé dans sa Est-ce que ça lui a tout le temps rendu service? Non, je pense que nous sommes sur le tome 1, mais quand on sera sur le tome 2, vous verrez, c'est le moment de l'exercice du pouvoir. Et ça va véritablement échouer parce que les caractéristiques qui l'ont amené au pouvoir ne sont pas les mêmes caractéristiques qu'on prend pour diriger une nation. Exact. Est-ce que Laurent Gbagbo, on peut considérer que c'est un personnage historique? Oui. Je pense qu'il est incontestablement un personnage historique. Il n'est pas le seul d'ailleurs. Je crois que son opposition déjà au Houphouët-Boigny le propulse dans l'histoire. Il le dit lui-même quand il part à l'élection d'octobre 90 face à Houphouët-Boigny, c'est déjà cela, entrer dans l'histoire. Et il parvient à conquérir le pouvoir, il exerce, il le perd, il est transféré à la CPI, il revient. Je pense qu'il est déjà dans l'histoire. Maintenant, il faut être un peu prudent parce que pour moi, ce qui est déterminant pour l'acteur politique, c'est comment il sort de la scène politique. Alors donc, c'est l'élément essentiel dans cet ouvrage, comment l'acteur politique sort de la scène. Très bien. Alors, Laurent Gbagbo avait de l'admiration pour Soundiata Keïta, mais aussi pour Victor Hugo, l'intellectuel et le politique.
il aimait beaucoup Cicéron et puis César. Ça fait quand même beaucoup de modèles pour une seule personne. Oui, et effectivement, je pense que son admiration pour chacun de ces personnages vient au fil de l'histoire. Le premier, c'est Dia Sundiata qu'il convoque entre 71 et 73, lorsqu'il est à Séguéla, à la prison, après s'être démêlé avec la fille de l'ambassadeur d'Israël. Bon, on ne dira pas une prison, c'est un camp militaire, puisque à l'époque, Oufou avait dit qu'il n'y avait pas de prisonniers politiques. Et c'est là qu'il va réfléchir à son action politique. Et il va convoquer la figure de Sundiata comme un modèle essentiel. Alors, donc, à travers Sundiata, c'est déjà le dessein pour conquérir le pouvoir. Et quand on voit même son parcours, ça ressemble aussi un peu au parcours de Sundiata. Oui, Sundiata, pour lui, c'est un handicapé. D'abord, c'est presque inattendu au pouvoir, comme lui d'ailleurs, mais c'est un handicapé, il traîne un handicap. Et lui également, il est un handicapé, mais un handicapé social. Et sa situation d'enfant de pauvre, qu'on appelle communément dans son terroir le poignon, l'enfant de pauvre, il va se servir de cela comme force pour conquérir le pouvoir. Très bien. Alors, mais dans le parcours de cette figure historique-là, il y a aussi son aller-retour dans l'univers carcéral. En 65, il avait 20 ans, il fait son premier voyage en prison. Et puis, il y aura un autre rendez-vous tout aussi important. Il est passé par Séguéla, là où il rencontre les Jenny Kobena et tous les autres. Il a fini par cultiver avec l'univers carcéral, bon, c'est méchant de le dire de cette façon-là, une sorte de proximité ou de relation pas forcément voulue par lui. Oui, il le dit. Mais par le destin. Il le dit. Je suis d'une famille qui a toujours fait de la prison. En passant à son père. En passant à son père, et à l'oncle sa mère, Gris Camille, qui a été ministre, voilà, qui a été ministre sous Faux-Boigny, ministre du Travail. Et lui-même, ses allers-retours de façon incessante en prison, dont le dernier en date, c'est l'événement de l'épisode de la CPI. Ouais, très bien. Alors, est-ce que l'historien qu'est Laurent Gbagbo a toujours senti le sens de l'histoire? Je pense qu'il est un peu, comme tout personnage politique, il y a le destin n'est jamais rectiligne. Et il y a souvent, on se laisse abandonner par son propre sort, par la grande étoile qui nous porte. Et je pense que par moments, l'histoire flanche à notre main. Dans la deuxième partie de votre essai, vous abordez, dans le deuxième chapitre, pardon, de votre essai, vous abordez l'avènement du multipartisme en Côte d'Ivoire. Des années après, est-ce qu'on peut dire que ce rendez-vous-là est un rendez-vous manqué, pas seulement pour la Côte d'Ivoire? Oui, je ne vais pas répondre par l'affirmative, mais je pense qu'il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Mais si nous revenons à ce moment de bouleversement, donc de quête de liberté, il faut dire que les peuples n'avaient pas suffisamment été préparés à cette époque-là. Les peuples africains ont été liés, mains et pieds liés et par l'Occident, par les facteurs extérieurs, notamment le président français Mitterrand qui, le 20 juin 1990, à la Baule déjà avait fait ce discours historique en demandant à tous les chefs d'État de favoriser une injonction. Et à l'époque, son opposant Jacques Chirac avait dit que l'Afrique n'était pas prête pour la démocratie. On le constate aujourd'hui, il n'y a pas une grande préparation. Avec les coups d'État à répétition, le retour des militaires au pouvoir, ceci montre que notre processus démocratique n'a pas été suffisamment pensé et réfléchi par nous. Alors, il y a une date très importante qui a également marqué l'histoire de la Côte d'Ivoire pendant cet avènement du multipartisme. C'est le vendredi 2 mars 90. Oui. Et je pense que c'est la date charnière. Il y a eu un avant et un après. Oui, je le dis, c'est le Waterloo politique d'Oufou-Boigny. Quand ce jour-là, un monde fou descend dans la rue pour scander au feu voleur, au feu assassin, je pense que c'est ce jour-là qui a signé la mort politique d'Oufou. Alors,
Est-ce que selon vous, après 30 années, plus de 30 années aujourd'hui de processus démocratique, est-ce que vous pensez que c'est un exercice que la Côte d'Ivoire, avec le recul, a réussi? Oh, moi, je suis optimiste. Je suis optimiste. Vous ne répondez pas à ma question. Il est difficile vraiment de répondre mais je pense, pour emprunter les thèmes du sociologue Guy Rocher, je pense que la construction d'un espace démocratique ressemble étrangement à la mer qui monte. Elle ne recule que pour revenir avec plus de force sur ses pas. Et la Côte d'Ivoire a amorcé sa phase de construction démocratique, je pense. Mais il faut être prudent parce que l'histoire des sociétés, c'est toujours l'histoire des hommes, des forces en présence. Est-ce que nous ne sommes pas plus sur du sable mouvant que sur la terre ferme? L'objectif, c'est de parvenir à la terre ferme. Très bien. Nous allons passer à l'avant-dernière rubrique de ce rendez-vous de littérature. C'est « Dis-moi un proverbe de chez toi ». Je parle le bété à la fois et le djoula, qui est la langue malinké. En djoula, il y a un proverbe qui dit ni kube kursi do samana ni kake ikakobake ni make ikakumamba fort. Ce qui veut dire, si tu veux faire porter un caleçon à un éléphant, si tu as fait une grande chose. Si tu n'as pas pu faire, c'est que tu as dit un grand mot. Je suis Dida de Lakota. Chez nous, il y a un proverbe qui dit « Kokui opa woli, oka woli pas », c'est que zreze. Ça veut dire c'est le coq qui chante le lever du jour. Et s'il chante, c'est qu'il fait jour. Je suis Abel d'Agboville et je voudrais donner un proverbe de chez nous qui dit « Tikbete sokra tipo jashi », qui veut littéralement dire que l'arbre sec demeure, mais l'arbre frais tombe. Voilà, et l'explication, c'est simplement dire que la vieillesse est toujours en vie, mais c'est la jeunesse qui rend l'âme. Je suis Gouro. Je vais vous donner un proverbe. Diti ya egreyan, te wile ya yi. Ça veut dire que quand ton papa t'accouche garçon, c'est que c'est un souci qu'il a eu. Retour en plateau, Bématrice Koné. Est-ce que vous connaissez un proverbe dans votre langue maternelle ou dans une autre langue africaine? Oui, j'aime particulièrement un proverbe qui est souvent répété par le sage Amadou Ampateba, et qui disait dans la langue alpoulois, la langue peul, Sahandi Hahanda Hahanda. Si tu sais que tu ne sais pas, tu sauras. Sahanda Hahanda Hahanda. Si tu ne sais pas que tu ne sais pas, tu ne sauras pas. Alors, cela nous amène tout droit à notre toute dernière rubrique. Pour rendre hommage à M. Bernard Pivot, j'ai conçu un questionnaire à la Proust auquel je soumets tous mes invités, tous les écrivains que je reçois. Alors, c'est la rubrique « Merci, Monsieur Pivot ». Bématrice Koné, pourquoi écrivez-vous? Par devoir de mémoire. Et pour qui écrivez-vous? Pour surtout moi-même ou probablement pour la postérité. Que représente pour vous la littérature? Un exutoire. L'écriture n'est-elle qu'une passion intellectuelle ou un acte de résistance pour vous? Davantage une passion intellectuelle. Votre définition de l'écrivain? Un artiste qui essaie de redonner des couleurs et de la saveur à un monde absurde. Votre mot préféré de la langue française? Liberté. Alors pour vous, écrire procure-t-il le même degré de bonheur que lire ou aimer? Tout autant. Votre livre de chevet en ce moment? De Gaulle, une certaine idée de la France. Une monumentale biographie de 1444 pages. Très bien. Votre pensée préférée qui vous sert de leitmotiv?
La liberté commence là où finit l'ignorance. Ou autrement dit, la liberté commence là où commence le savoir. Et le savoir n'est pas de se poser, de pas de trouver les vraies réponses, mais de se poser les vraies questions, tout en reconnaissant que la réponse appartient à chacun. C'est une pensée de Francis Baudier. Très bien. Y a-t-il un livre qui a changé votre vie ou votre vision des choses de la vie? Si oui, lequel? Oui. La force d'aimer de Martin Luther King. Très bien. Votre auteur préféré? Mon cœur balance entre deux monstres de la littérature française du 19e siècle, Victor Hugo et Honoré de Balzac. Ma préférence va plutôt à Balzac. Balzac, très bien. Croyez-vous en Dieu? Si oui, que lui demandez-vous chaque matin au pied levé? Oui, je crois en Dieu. Et chaque matin, je lui dis merci pour le souffle de vie qu'il me confie. Toute dernière question. Le jour où vous verrez Dieu les yeux dans les yeux, quelle sera votre première question pour lui? Je crois qu'il me sera très difficile de lui poser une question. Peut-être une prière. Je lui dirai de guider l'humanité vers le droit chemin. Très bien. Merci et à très vite. C'est moi, je vous remercie. Bonne lecture à vous.